Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration du parcours assez fascinant de l'intelligence artificielle. Bonjour. Des toutes premières idées jusqu'aux modèles très sophistiqués qui façonnent notre présent. L'objectif, c'est d'avoir une vue d'ensemble claire, accessible, pensée pour des professionnels qui veulent comprendre ce domaine en pleine ébullition. Absolument. Et l'IA, c'est vrai, c'est bien plus qu'un simple terme à la mode. C'est un champ de recherche avec une histoire riche, Hmm, jalonnée d'avancées, de doutes aussi et de concepts clés qu'il faut bien saisir. Comprendre ces étapes et définir les termes importants, c'est crucial pour mesurer la portée de ces technologies. tout à fait. Alors, remontons un peu le temps. Les années 40, les années 50, les fondations de l'IA, elles reposent sur quoi exactement? C'est une convergence d'idées en fait, issues de domaines assez variés. Ah oui? Il y a la neurologie, d'abord, qui montrait que le cerveau, c'est un réseau électrique de neurones. Ok. Il y a la cybernétique de Norbert Wiener, la théorie de l'information de Claude Shannon sur les signaux numériques, Très important ça. oui, et bien sûr la théorie du calcul d'Alan Turing. Tout ça mis ensemble, ça a fait germer l'idée de construire un cerveau artificiel. D'accord. Et le terme même intelligence artificielle, il apparaît quand? Alors le terme officiel, il est proposé par John McCarthy pour la conférence de Dartmouth en 1956. C'est vraiment l'acte de naissance. Dartmouth 1956, ok. Voilà, ça réunissait des pionniers comme Marvin Minsky, Allen Newell, Herbert Simon, et l'objectif affiché était très ambitieux, simuler tous les aspects de l'apprentissage et de l'intelligence humaine. Carrément. Un des premiers programmes marquants présentés là-bas, c'était le Logic Theorist de Newell et Simon. Qui faisait quoi ce programme? Il était capable de prouver des théorèmes mathématiques, une des premières démonstrations concrètes. Impressionnant pour l'époque. Et j'ai lu que les jeux ont très vite servi de banc d'essai. Oui, tout à fait. Dès 1951, Christopher Strachey développe un programme de jeu de dames. Déjà en 51? Oui, et Dietrich Prinz, un pour les échecs la même année. Et un peu plus tard, le programme de dames d'Arthur Samuel est devenu assez bon pour défier un amateur éclairé. Ça montrait déjà le potentiel. Donc, on est dans les années 60-70. Comment ces machines essayaient de penser? Quelle était l'approche? L'approche dominante à ce moment-là, c'était ce qu'on appelle l'IA symbolique. L'IA symbolique. D'accord. L'idée, c'était de représenter la connaissance sous forme de symboles, de concepts et de règles logiques. La machine devait manipuler ces symboles pour raisonner. On lui donnait les règles en gros. C'est ça. On essayait de coder explicitement le raisonnement. Des programmes comme le General Problem Solver ou SINT pour résoudre des problèmes d'algèbre, c'est typique de cette approche. Il y a même eu le robot Shaky qui pouvait planifier ses actions. Mais il y avait un souci majeur avec cette approche, non? Oui, le gros défi, c'était l'explosion combinatoire. Ah oui. Pour un problème un peu complexe, le nombre de possibilités à explorer devient vite astronomique. Les ordinateurs ne pouvaient tout simplement pas suivre. Alors comment ils ont contourné ça? Ils ont développé ce qu'on appelle des heuristiques. Des heuristiques, c'est-à-dire? Ce sont des sortes de règles empiriques, des raccourcis intelligents si on veut. Ça permet d'élaguer l'arbre de recherche, de ne pas explorer toutes les branches possibles, mais de se concentrer sur les plus prometteuses. D'accord, une sorte de flair programmé. Un peu ça, oui. C'est une idée fondamentale qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Et c'est aussi à cette époque qu'apparaissent les fameux systèmes experts. Qu'est-ce que c'était? Alors, les systèmes experts, c'était des programmes très spécialisés, conçus pour imiter le raisonnement d'un expert humain dans un domaine bien précis. Comme un médecin ou un chimiste? Exactement. Ils utilisaient une base de connaissances avec des faits et des règles du type si telle condition est remplie, alors telle conclusion. Ces règles étaient extraites de l'expertise humaine. Et il y a eu des succès. Oui, des succès marquants. Dendral, par exemple, dès 1965, aidait les chimistes à identifier des molécules organiques. Et mycine, en 1972, était utilisé pour le diagnostic d'infections sanguines et la recommandation de traitement. Ah oui, quand même. Et ça a été crucial. Pour la première fois, l'IA montrait une utilité pratique, concrète et même un intérêt économique. Mais le développement n'a pas été tout droit. On parle souvent des hivers de l'IA. Le premier arrive quand? Le premier coup de froid arrive vers le milieu des années 70.
Et pourquoi ce ralentissement soudain? Plusieurs facteurs se sont conjugués. D'abord, il y a eu un certain désenchantement. Les prédictions initiales étaient très optimistes. Trop optimiste. Oui, surtout pour des tâches comme la traduction automatique. On s'est heurté aux limites des approches symboliques pour gérer la complexité et l'ambiguïté du langage naturel. Et donc les financements ont suivi? Exactement. Face aux résultats jugés décevants, les budgets ont été coupés. Le rapport Lighthill au Royaume-Uni en 1973 a eu un gros impact. Les États-Unis ont aussi réduit leur financement pour la recherche fondamentale en IA. Il y avait aussi des limites techniques? Oui, clairement. Les ordinateurs de l'époque manquaient de puissance de calcul et de mémoire pour passer à l'échelle, pour traiter des problèmes plus complexes. Et puis, il y a eu des changements politiques, comme l'amendement Mansfield aux US qui ont poussé la DARPA, un gros financeur, vers des recherches plus appliquées, moins exploratoires. D'accord. Et pendant ce temps, une autre approche, le connexionnisme, a aussi pris un coup. Oui, c'est l'autre victime de cette période. Le connexionnisme, c'est l'idée d'utiliser des réseaux de neurones artificiels. Ça semblait prometteur avec les perceptrons de Frank Rosenblatt en 1958. Mais, Mais en 1969, Marvin Minsky et Seymour Papert publient leur livre Perceptron. Et là, c'est la douche froide. pourquoi? Ils démontrent mathématiquement les limites théoriques de ces réseaux simples, à une seule couche. Ils prouvent qu'ils sont incapables d'apprendre certaines fonctions logiques de base, comme le OU exclusif, XOR. D'accord. Et cette critique a eu un impact énorme. Ça a quasiment stoppé la recherche sur les réseaux de neurones pendant presque une décennie. On pensait que c'était une impasse. Alors, comment l'IA a-t-elle rebondi après cet hiver? Qu'est-ce qui a relancé la machine? Eh bien, paradoxalement, c'est le succès très concret des systèmes experts dans l'industrie dans les années 80. Ah, les systèmes experts dont on parlait. Oui, l'exemple de XCON utilisé par DEC pour configurer ses ordinateurs. DEC, Digital Equipment Corporation. C'est ça. Ce système leur faisait économiser, tenez-vous bien, 40 millions de dollars par an en 1986. Ah oui, là, ça parle. Ça parle aux entreprises, effectivement. Du coup, un vrai secteur industriel s'est créé autour de ces technologies. L'intérêt et les investissements sont revenus en force. Et sur le plan des idées, il se passait quelque chose d'important aussi. Oui, une évolution clé, c'est l'essor de l'apprentissage automatique. Le machine learning, ou ML. Le machine learning, il faut définir ça. Absolument. C'est un changement de paradigme fondamental. Au lieu de tout programmer explicitement, de donner toutes les règles à la machine, comme dans l'IA symbolique, Mhm. le ML, c'est un ensemble d'algorithmes qui permettent aux machines d'apprendre par elles-mêmes à partir de données. On leur montre des exemples, beaucoup d'exemples, et elles découvrent les motifs, les règles cachées. Donc, on ne code plus la règle, on laisse la machine la trouver. C'est exactement ça. C'est l'apprentissage par l'expérience, mais une expérience numérique basée sur les données. Et la fameuse victoire de Deep Blue contre Kasparov en 97, c'était du ML? Pas vraiment au sens où on l'entend aujourd'hui. Deep Blue, c'était surtout un sommet de l'IA symbolique classique. Ah d'accord. Ça combinait des heuristiques très poussées, développées par des grands maîtres d'échecs, avec une puissance de calcul absolument monstrueuse pour l'époque. Il explorait des millions de coups par seconde. C'était plus de la force brute et de l'expertise codée que de l'apprentissage autonome à partir de données. Ok. Le vrai tournant, alors, c'est plus tard, les années 2010. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est une convergence de 3 éléments majeurs, vraiment. Premièrement, le big data. L'explosion des données. Exactement. Internet, les mobiles, les réseaux sociaux, les objets connectés, ça génère des volumes de données inimaginables auparavant. Deuxièmement, la puissance de calcul. Qui explose aussi. Oui, notamment grâce aux GPU, les processeurs graphiques. Venu du jeu vidéo. Tout à fait. Ils se sont révélés incroyablement efficaces pour les calculs parallèles massifs dont l'IA a besoin. La victoire d'AlexNet en 2012 à la compétition ImageNet, grâce aux GPU, ça a été un déclic. D'accord. Big data, GPU. Et le troisième facteur? C'est l'arrivée à maturité des algorithmes d'apprentissage profond, le deep learning. Le deep learning, voilà le terme clé. C'est ça. Et c'est aussi la période où naissent les géants d'aujourd'hui. DeepMind en 2010, OpenAI en 2015, Alors justement, définissons ce deep learning. C'est quoi exactement? mais avec beaucoup de couches cachées, d'où le terme profond. Plusieurs couches successives. Voilà. Et ces couches permettent au réseau d'apprendre des représentations des données à différents niveaux d'abstraction, un peu comme notre cerveau qui traite l'info visuelle par étapes.
Et il y a différents types de réseaux profonds. Oui, plusieurs architectures selon les tâches. Les réseaux convolutifs, les CNN, sont les rois pour l'analyse d'images. Ils détectent des motifs locaux, puis les combinent pour reconnaître des objets, des visages. C'est ce qu'il y a dans la reconnaissance faciale, l'imagerie médicale. Souvent, oui. Il y a aussi les réseaux récurrents, les RNN, qui ont une sorte de mémoire à court terme. Ils sont utiles pour traiter des séquences comme le texte ou la parole. D'accord. Et comment ils apprennent, ces réseaux? Quelles sont les méthodes? Il y a plusieurs grandes familles d'apprentissage. Le plus connu, c'est l'apprentissage supervisé. Supervisés. Oui, on entraîne le modèle avec des données qui sont déjà étiquetées. Par exemple, des milliers d'images de chats avec l'étiquette chat et des milliers d'images de chiens avec l'étiquette chien. Le modèle apprend à faire la distinction. Ok. Et sans étiquette? Ça, c'est l'apprentissage non supervisé. On donne au modèle des données brutes, non étiquetées, et on lui demande de trouver des structures cachées, des regroupements. Par exemple, identifier des groupes de clients avec des comportements d'achat similaires, sans savoir à l'avance quels sont ces groupes. C'est ce qu'on appelle le clustering. Intéressant. Et il y a une autre méthode importante, non? L'apprentissage par renforcement. Tout à fait. Là, c'est différent. On a un agent, un programme qui interagit avec un environnement. Il apprend par essai et erreur. Il reçoit des récompenses pour les bonnes actions et des punitions pour les mauvaises. Comme AlphaGo apprenant à jouer au Go. Exactement. C'est l'exemple parfait. AlphaGo n'a pas appris en regardant des parties humaines étiquetées. Il a appris en jouant des millions de parties contre lui-même et en étant récompensé quand il gagnait. Fascinant. Et on entend aussi parler d'apprentissage autosupervisé. Oui, c'est une technique plus récente, mais très puissante. L'idée, c'est de prendre des données brutes, non étiquetées, et de laisser le modèle se créer lui-même ses propres exercices, ses propres étiquettes. Par exemple, on lui donne une phrase avec un mot masqué, et il doit deviner le mot manquant. En faisant ça sur des milliards de phrases, il apprend énormément sur la structure de la langue. Et c'est ce qui nous amène aux technologies qui font tant parler d'elles aujourd'hui. L'IA générative, c'est quoi au juste? L'IA générative, ce sont des systèmes capables de créer du contenu nouveau. Du texte comme des articles, des histoires, du code informatique, mais aussi des images, de la musique, des vidéos. Qui semblent créées par des humains. Oui, qui ressemblent aux données sur lesquelles ils ont été entraînés, mais qui sont en théorie originaux. ChatGPT, Midjourney, DALL-E, ce sont les exemples les plus médiatisés. Et le moteur derrière beaucoup de ces IA textuelles, ce sont les LLM, les grands modèles de langage. Exactement. Les Large Language Models. Ce sont des réseaux neuronaux absolument gigantesques. On parle de milliards, voire de centaines de milliards de paramètres. Des milliards? Oui. Beaucoup reposent sur une architecture spécifique appelée Transformer, introduite en 2017 dans un article célèbre. Attention is all you need. L'architecture Transformer. Quelle est l'idée clé? L'idée révolutionnaire, c'est le mécanisme d'attention. Il permet au modèle de peser l'importance de chaque mot dans une phrase, même ceux qui sont très éloignés, pour mieux saisir le contexte global. C'était une grosse amélioration par rapport au RNN, par exemple. Et comment on les entraîne, ces LLM? Il y a d'abord une phase de pré-entraînement. On les nourrit avec des quantités astronomiques de textes et de codes récupérés sur Internet, des livres, des articles, des sites web, du code source. Des téraoctets de données. Oui, des volumes immenses. Et pendant ce pré-entraînement, leur tâche est très simple en apparence. Prédire le mot suivant dans une séquence de mots. C'est en faisant ça des milliards de fois qu'ils accumulent une connaissance phénoménale sur le langage, la grammaire, les faits, le raisonnement. Mais ce modèle préentraîné n'est pas directement utilisable, si? Non, pas vraiment. Un modèle brut, juste pré-entraîné, peut générer des choses bizarres, incohérentes, voire toxiques. Il faut une deuxième phase, l'ajustement fin, le fine-tuning. Pour le rendre plus civilisé. En quelque sorte, oui. Pour le rendre plus utile, plus honnête et moins susceptible de dire des bêtises ou des choses nuisibles. Une technique très utilisée pour ça, c'est le RLHF. RLHF. Reinforcement Learning from Human Feedback. Apprentissage par renforcement à partir de feedback humain. En gros, des humains évaluent différentes réponses possibles du modèle à une question et on utilise ces préférences pour entraîner le modèle à mieux répondre, à être plus aligné avec ce qu'on attend. C'est aussi pour limiter ce qu'on appelle les hallucinations. Oui, c'est un des buts. Il faut définir ce terme. Une hallucination, en IA, c'est quand le modèle génère une information qui a l'air tout à fait plausible, bien écrite, mais qui est en fait fausse, inventée ou qui ne vient pas des données d'entraînement. C'est un vrai problème.
D'accord. Et pour les images générées, comme avec Midjourney, c'est une autre technologie. Mais souvent, ce sont des modèles de diffusion. C'est une approche différente. L'idée est de partir d'une image de bruit aléatoire et d'apprendre à la débruiter progressivement, étape par étape, en suivant une instruction textuelle, le prompt, pour faire apparaître l'image désirée. C'est très puissant pour la génération d'images. Bon, on voit que l'IA est clairement sortie des laboratoires de recherche. L'impact économique est déjà là et il semble énorme. Ah oui, colossal. Le marché mondial se compte déjà en centaines de milliards de dollars. Et les prévisions parlent de plus de 1,8 trillion de dollars d'ici 2030. C'est une croissance exponentielle. Et en termes d'emploi, On estime que près de 100 millions de personnes travailleront dans ce domaine d'ici 2025. C'est une transformation majeure de l'économie. et ça touche quel secteur en particulier? Pratiquement tous. La finance pour la détection de fraude, les chatbots, le conseil personnalisé, la santé avec l'aide au diagnostic, la découverte de médicaments, les traitements sur mesure, l'automobile avec la maintenance prédictive, la conduite autonome évidemment, l'industrie pour optimiser les processus, le commerce en ligne, par exemple pour générer automatiquement des descriptions de produits, les télécoms pour le service client, l'optimisation des réseaux. C'est vraiment partout. Et cette démocratisation crée de nouveaux métiers, ou du moins de nouvelles compétences, comme le prompt engineering. Tout à fait. Le prompt engineering, c'est devenu essentiel. C'est l'art de formuler la bonne instruction, le bon prompt, pour obtenir le meilleur résultat possible d'une IA générative. Savoir lui parler en quelque sorte. Il y a des techniques pour ça, le multi-prompting, l'expert role-playing, l'itérative prompting. C'est une compétence en soi. Il faut souligner le lien indissociable avec le big data, non? Absolument. C'est un couple inséparable. L'IA moderne, surtout le deep learning, a besoin de quantités massives de données variées pour être entraînée efficacement. Et le big data fournit ces données. Exactement. Le big data, ce sont les technologies et les infrastructures pour collecter, stocker et traiter ces volumes gigantesques. Et en retour, l'IA est l'outil parfait pour analyser ces données massives, pour y trouver des schémas, des tendances cachées, pour en extraire de la valeur. L'un ne va pas sans l'autre. Bien, on a vu l'histoire, les concepts, l'essor actuel. Mais il faut aussi aborder les aspects plus compliqués. Les défis, les limites, les risques. Quels sont les principaux points de vigilance? Ils sont nombreux et ils sont cruciaux à comprendre. On peut commencer par le problème des biais. Les biais dans l'IA. C'est un sujet récurrent. Oui, et c'est fondamental. Les IA apprennent à partir des données qu'on leur donne. Si ces données reflètent les biais qui existent dans notre société, biais racistes, sexistes, culturels, alors l'IA va non seulement les apprendre, mais potentiellement les amplifier. On a vu des exemples tristement célèbres. Oui, Google Photos qui étiquette un homme noir comme un gorille en 2015, c'était terrible. Ou des IA qui connaissent bien mieux la culture occidentale que d'autres. Des générateurs de texte qui utilisent des termes différents pour décrire les qualités d'un homme ou d'une femme dans une lettre de recommandation. Même des biais politiques. Oui, ça a été observé. Selon les données d'entraînement, certains modèles peuvent montrer un penchant politique, souvent lié à la langue et au corpus utilisé. C'est un vrai défi de créer des jeux de données qui soient vraiment représentatifs et équilibrés. Il y a des initiatives, mais le problème est profond. Un autre gros souci, c'est le manque de transparence. On parle de boîte noire. C'est l'enjeu de l'explicabilité. Pour les modèles les plus complexes, comme les réseaux de neurones profonds, il est souvent très difficile, voire impossible de savoir précisément comment ils sont arrivés à une décision ou à une conclusion donnée. Et ça, c'est problématique. Très problématique. Surtout quand l'IA prend des décisions critiques. En finance, en justice, en médecine. Comment faire confiance à une décision si on ne peut pas comprendre le raisonnement derrière? Et même l'objectif que le créateur a donné à l'IA peut manquer de transparence. C'est un frein majeur à l'adoption dans beaucoup de secteurs sensibles. La qualité des données, c'est aussi un point faible potentiel, j'imagine. Ah oui, c'est la base de tout. La performance d'une IA dépend énormément de la qualité et de la disponibilité des données d'entraînement. Elles doivent être propres, pertinentes, à jour et souvent elles doivent être annotées manuellement. Ce qui est coûteux et long. Exactement. C'est un travail énorme et parfois invisible. Et dans certains domaines, comme la santé, une grande partie des données utiles sont sous forme de textes libres, non structurés, dans les comptes rendus médicaux par exemple. C'est compliqué à exploiter. Les données sont aussi souvent fragmentées dans des systèmes différents qui ne communiquent pas. C'est un vrai casse-tête logistique et technique. On entend aussi beaucoup parler du coût énergétique de l'IA. Oui, c'est un aspect de plus en plus préoccupant.
le coût computationnel et l'impact environnemental. L'entraînement des grands modèles de langage, comme GPT-3 ou ses successeurs, consomme des quantités d'énergie absolument phénoménales. On a des chiffres? On estime que l'entraînement de GPT-3 aurait consommé environ 1300 mégawatts et émis plus de 550 tonnes de CO2. C'est énorme. Et ce n'est pas tout. L'utilisation quotidienne de ces modèles par des millions de gens génère aussi une empreinte carbone et une consommation d'eau très importante pour refroidir les serveurs dans les data centers. Plus qu'une recherche Google classique. Beaucoup plus. Certaines estimations disent qu'une requête sur ChatGPT consommerait jusqu'à 25 fois plus d'énergie qu'une recherche Google. C'est un enjeu de durabilité majeur. Et puis, il y a tout le volet juridique et éthique qui soulève énormément de questions. Énormément. D'abord, sur le plan juridique, il y a la question brûlante du droit d'auteur. Oui, comment gérer ça? Ces modèles sont entraînés sur des milliards de textes et d'images venant d'Internet. Forcément, il y a dedans des œuvres protégées par le droit d'auteur. Est-ce que cet entraînement est légal? Faut-il une autorisation, une rémunération pour les créateurs? C'est un débat très vif, avec déjà des plaintes déposées, comme celle de Getty Images contre Stable Diffusion. On a même vu des modèles comme GPT-4 régurgiter du texte protégé mot pour mot. Et les données personnelles dans tout ça? Le RGPD? C'est l'autre gros point juridique. L'utilisation de données personnelles pour entraîner ces modèles pose des questions de conformité, notamment avec le RGPD en Europe. La CNIL italienne avait d'ailleurs temporairement interdit GPT-4 pour cette raison, entre autres. C'est très complexe. Au-delà des aspects légaux, il y a les risques d'usage malveillant ou simplement problématique. Oui, et ces risques éthiques et d'utilisation malveillante sont sérieux. L'IA générative peut être utilisée pour créer et diffuser massivement de la désinformation, des deepfakes très réalistes, des arnaques automatisées très sophistiquées. Ça fait peur. Ça peut aussi aider à développer de nouveaux virus informatiques ou à planifier des cyberattaques. Et puis, il y a l'utilisation dans les conflits armés, les drones autonomes, les systèmes de ciblage basés sur l'IA comme ceux qui ont été mentionnés dans le conflit israélo-palestinien. Ça soulève des questions éthiques vertigineuses sur la responsabilité et le contrôle humain. Et il y a aussi un aspect social caché, lié au travail nécessaire pour entraîner ces IA. Oui, il ne faut pas l'oublier, c'est le travail de clic. L'entraînement et l'ajustement de ces IA, notamment le fameux RLHF, reposent souvent sur le travail de milliers de personnes payées à la tâche dans des conditions parfois très précaires. Pour annoter des données, évaluer des réponses, on a parlé des travailleurs kenyans pour OpenAI ou des micro-travailleurs sur des plateformes comme Amazon Mechanical Turk. C'est la face cachée, humaine et souvent peu valorisée de l'IA. Enfin, même quand elles sont utilisées normalement, ces IA ne sont pas parfaites. Le problème de la fiabilité persiste. C'est ça, le problème de la fiabilité et des hallucinations. Malgré tous les progrès, les IA génératives peuvent encore inventer des informations, affirmer des choses fausses avec une assurance déconcertante. Elles peuvent se contredire, manquer de logique. Ce qui limite leur usage. Absolument. C'est une limite rédhibitoire pour beaucoup d'applications où l'exactitude et la fiabilité sont critiques. La médecine, la finance, le droit, on ne peut pas encore leur faire une confiance aveugle. Il faut toujours vérifier, garder un esprit critique. Bon, face à ce tableau plein de promesses, mais aussi de défis considérables, où est-ce qu'on va? La recherche continue vers l'IA générale, l'AGI. La quête de l'AGI, une IA avec des capacités cognitives humaines, voire de la super-intelligence qui nous dépasserait, oui, ça reste un objectif pour certains laboratoires, même si c'est un horizon lointain et très débattu. Ce qui est plus concret, ce sont les mécanismes d'auto-amélioration qu'on commence à voir. C'est-à-dire? L'idée que les modèles d'IA puissent générer des données ou du code pour entraîner la génération suivante, créant une boucle d'amélioration potentiellement très rapide, la séquence OM, O3, O4 chez OpenAI suggère ce genre de dynamique. Ça alimente le débat. Est-ce juste une évolution technologique, même rapide, ou une vraie révolution qui change la donne? Les avis divergent là-dessus. Oui, il y a ceux qui disent que l'IA générative repose sur des concepts qui ne sont pas si nouveaux, et ceux qui insistent sur la rupture d'usage, la démocratisation de l'accès qui change tout. Et pendant ce temps, la question de la régulation devient de plus en plus pressante. Indispensable. On voit des initiatives majeures comme les AI Act européens qui essayent de poser un cadre pour gérer les risques, les biais, la sécurité, les usages à haut risque comme la reconnaissance faciale en temps réel, tout en essayant de ne pas freiner l'innovation.
Les États-Unis, la Chine, tout le monde s'y met. C'est un équilibre très difficile à trouver. Et il y a aussi le débat sur l'open source. Oui, c'est un débat clé. Est-ce que publier des modèles très puissants en open source comme le font Mistral AI ou Meta est un moteur formidable d'innovation et de démocratisation? Ou est-ce que ça augmente les risques de prolifération, de détournement à des fins malveillantes? Les deux arguments s'entendent. Mais malgré toute cette puissance, il faut peut-être démystifier un peu l'IA. C'est essentiel. Il faut rappeler qu'elle ne fonctionne pas par magie, ni toute seule. Elle dépend massivement des données qu'on lui fournit, des infrastructures pour la faire tourner et surtout d'énormément d'interventions humaines pour la concevoir, l'entraîner, la superviser, l'évaluer, la corriger. Et même pour le fameux travail du clic, l'expertise humaine, le jugement humain reste plus que jamais nécessaire pour orienter l'IA, pour évaluer ses résultats et pour l'utiliser à bon escient. Absolument. Et pour conclure, peut-être une pensée, une question ouverte pour nos auditeurs. Alors que l'IA produit des textes, des images, de la musique, qui sont de plus en plus difficiles à distinguer de création humaine, comment est-ce qu'on va redéfinir des notions comme l'authenticité, l'originalité? Quel sera l'impact sur notre propre créativité, sur la valeur qu'on accorde au savoir, au travail humain, quand cette frontière entre l'artificiel et l'humain devient si floue, si poreuse? C'est une question fondamentale pour les années à venir. Voilà qui termine notre plongée dans le monde foisonnant de l'intelligence artificielle. Un voyage depuis les concepts fondateurs jusqu'aux technologies d'aujourd'hui avec leurs promesses incroyables et leurs défis tout aussi immenses. Le domaine évolue à une vitesse vraiment stupéfiante. Rester curieux, essayer de comprendre les mécanismes, les enjeux, c'est plus que jamais nécessaire pour naviguer dans ce paysage technologique en constante redéfinition. Merci de nous avoir suivis. Merci.